Bonsoir, bienvenue au Studio Mobile, le magazine de la mobilité sur Watch TV. Et là, il est 20h, nous sommes en direct pendant 1 heure et nous allons vous parler d'une tonne de choses et un sommaire impressionnant que Laurent va nous présenter tout de suite. Alors, au sommaire de cette émission du Studio Mobile, épisode numéro 4, le dernier de l'année. Free, qui débarque encore une fois avec une offre hallucinante sur les mobiles. On va le voir très vite avec Greg. Be&You, Soch, la 4G low cost, ça y est, c'est parti, tout le monde est là. Elle débarque aussi pour les chanceux du RER. On parlera de ça avec Alain Jouve, qui est notre invité, qui est le rédacteur en chef de Sport.fr, qui est avec nous aujourd'hui. Salut Alain. Salut. Vous voyez derrière le docteur Folamour, Fred, dans sa cave d'Alibaba, qui interviendra lui aussi tout au cours de l'émission. Salut Fred. Greg nous présentera la fameuse son super coup de cœur, on peut le dire en tant que tel, l'Amazon Kindle Fire HD HDX 8.9 et son écran fantastique. Et nous verrons aussi des caméras sportives connectées et quelques bracelets dont Alain va nous parler très rapidement. Voilà, et bien, mais tout de suite, c'est les news. Oui, les news. Cette semaine, à l'honneur, les opérateurs de téléphonie mobile, ça change. Et à l'honneur également, la 4G, ça change. Bon, alors, on va commencer par Free, l'ineffable Troublion Free, qui a lancé une petite bombe encore cette semaine. Finalement, toutes les semaines, il y a une bombe signée Free. Là, ils ont inventé la location de téléphone portable. Location avec option d'achat, qui ressemble un peu à ce qu'on trouve dans l'automobile déjà aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, on verse une somme initiale qui est variable selon le téléphone. Donc, c'est plutôt des smartphones haut de gamme aujourd'hui. Donc, on a le S4, et là, on verse 49 €. On a l'iPhone 5S, 16 Go, et là, on verse un premier montant de 99 €. Et tout en haut, le Galaxy Note 3 de Samsung. Et là, c'est 129 € à verser, une sorte de premier loyer majoré. Ensuite, tous les mois, on va payer 12 € par mois. Et ça, quel que soit le téléphone précité. Et là, on s'engage pour 24 mois. À l'issue de ces 24 mois, comme pour l'automobile encore, soit on décide de rendre son téléphone et Free vous en renvoie un nouveau. Donc, en gros, ça nous permet d'avoir le smartphone dernier cri en permanence. Soit on décide d'acheter. Et là, c'est assez cher en fait. Il faut mieux changer tous les 2 ans et avoir un téléphone dernier cri tous les 2 ans. Ce qui est vraiment calqué sur le modèle automobile. Je crois qu'Alain, tu connais bien l'auto et c'est à peu près ça qu'aujourd'hui qu'on fait sur l'auto. À peu près, ouais. Et donc c'est 500 € si on décide d'acheter son téléphone avant les 24 mois. Et sinon c'est 250 €. Cher. C'est cher, oui. Autre nouvelle, la 4G débarque chez les offres low cost, donc chez Be&You et chez Soch. Donc chez Be&You, c'est actif dès à présent. C'est sans surcoût par rapport au forfait 24-24, 3 Go ou 5 Go de fair use, des forfaits à 20 et 25 € par mois. Soch, il faudra en l'occurrence attendre, je crois, le 9 janvier pour le forfait à 25 € par mois. Donc c'est des fair use de 3 Go. Et force est de constater que nous sommes encore bien plus chers que Free, et c'est 20 Go. Donc voilà, manifestement, Bouygues et Orange ont du mal encore à s'aligner sur l'offre tarifaire de Free. Mais bon. Fred, t'en penses quoi, toi ? Toi qui es près d'antenne, de toute une grappe d'antenne, la 4G, ça évoque quoi pour toi ? Ouais, j'ai effectivement une antenne qui a grossi depuis quelques mois à côté de chez moi. Ça me rassure en fait moyennement. Mais ce dont je suis sûr, c'est que moi je ne suis pas en 4G puisque je n'ai pas un téléphone 4G. Je suis en 3G et donc je me sens un peu en 2G et demi ou 2G.1. En tout cas pas en 3G. Il y a quelque chose. Ça m'étonnerait que les opérateurs n'aient pas limité le débit volontairement. Alors, moi qui utilise un iPhone 5S avec une SIM 4G Orange, j'ai des débits assez hallucinants parfois à Paris. Donc j'ai eu un record la semaine dernière où je tutoyais les 100 mégabits
et 45 en upload. Alors, le plus bas que je descends, c'est 50 mégabits. Dans Paris intramuros, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on dit souvent, quand ça fonctionne, ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas toujours, et pas souvent même dans certains coins de Paris. Laurent, toi, tu es passé à la 4G, ça y est ? Alors moi je suis passé à la 4G mais chez Free sur un iPhone, donc aujourd'hui j'attends toujours. Je dois attendre la mise à jour, donc pour l'instant pour moi la 4G elle est inexistante. Je l'ai sur une de mes tablettes, sur le réseau Orange, et là effectivement ça marche quand même beaucoup mieux. On sent très nettement la variation de débit, mais maintenant de là à dire que c'est révolutionnaire et que ça va donner de nouveaux usages, je pense que ça n'en est pas là. Je pense que le réseau est en cours de déploiement et qu'on pourra juger sur pièce quand le réseau sera complètement opérationnel, et ça sera, je pense, courant de l'année. Ça va arriver vite, mais ça sera courant 2014. D'accord. Et on va finir ces news par un petit accord entre Orange et la RATP, le grand ami d'Alain. Alors, au programme, c'est un déploiement progressif de la 3G, du H+, et de la 4G, oui, dans 170 stations d'ici 2015. Et donc, il prévoit même 100% de couverture de tout le réseau RATP Île-de-France l'année suivante, donc en 2016. Alors, les lignes prioritaires, c'est souvent ça, c'est la ligne 1 pour le métro, et le RER A et B pour les RER, donc. Et aujourd'hui, SFR a rebondi et a annoncé, lui, l'arrivée de la 4G pour le RER A d'ici 2 ans. Donc, moi, dans le réseau souterrain, c'est léger encore. Hein. C'est très léger, ça nous permettra peut-être de patienter de façon plus joviale quand on est arrêté au milieu d'un tunnel pendant une demi-heure, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit vraiment très efficace. Non. Ça demande un travail d'infrastructure, je pense, parce que c'est pas déployé encore. Ça doit demander certainement d'amener des antennes depuis les réseaux qui sont, eux, en surface, vers des antennes nécessairement en station, donc sous terre. Bon, je pense que ça ne doit pas être très compliqué techniquement, ça va prendre un petit peu de temps, mais techniquement, ça va aller, je pense que ça va aller assez vite. Et ça coûte combien, on sait ou pas ? Ce sera dans le réseau, c'est l'accès au réseau standard. Non, mais j'entends le coût du déploiement. Ouais. Ça, ils ne communiquent pas dessus. Ils ne communiquent pas dessus. C'est rare de communiquer sur les coûts. D'accord. Ouais, c'est un peu de fil, quelques antennes, ça reste des bouts de cuivre, hein. Ça ne va pas leur coûter une fortune. Bon, je pense que les news, on a fait le tour du gros de l'actualité de cette semaine, et il n'y a pas que la 4G dans la vie. Oh. Je crois, Laurent, que tu as eu un petit coup de cœur pour une tablette, donc on va en parler dans quelques secondes. Tout à fait. C'est l'iPad mini avec écran Retina. Ouais. Cet iPad mini, alors l'iPad mini en soi est pas nouveau, alors je l'ai récupéré grâce à un ami qui nous l'a gentiment prêté. Et j'ai aussi, pour comparer, l'iPad standard, voilà, pardon, je vois mal. Alors, évidemment, en termes de poids, de taille, il n'y a pas de différence, hein, on met les doigts côte à côte, impossible de faire la différence. Bon, l'écran fait en réalité tout l'intérêt de cet appareil. Il n'y a pas de concurrent aujourd'hui. Samsung, pour citer tous les autres, Arcos et autres, ne proposent pas d'appareil qui lui soit comparable. Ça va certainement pas durer. Néanmoins, aujourd'hui, ça reste, je pense, en termes d'appareil mobile, de tablette mobile, le reader de contenu dynamique, je pense, ultime. Pourquoi ultime ? L'écran, la qualité de l'écran est telle que on peut lire, on peut travailler sur ses photos, il est très léger, il y a une bonne autonomie, le contenu vidéo est accessible, et ça c'est quand même, avec un écran Retina, c'est quand même sacrément agréable. Il n'y a plus besoin de s'écartiller les yeux et de s'abîmer les rétines pour voir quelque chose, et ça c'est vachement bien. Le prix d'entrée de gamme en Wi-Fi, c'est celui-là, est correct. Ça, c'est l'iPad normal, voilà. Je monte à la caméra, et ça c'est le Retina. Oui, tu peux le Retina.
fait d'avoir un écran parfait, enfin d'un écran avec une nuance, enfin une telle définition est hyper agréable. Mon ami me disait que lui, il pensait avoir un device vraiment ultra mobile et s'en servir beaucoup, et en fait il me racontait, et je le constate aussi de mon côté, que on le laisse aussi vachement sur le salon. Alors certes, c'est pas un device qu'on va partager, c'est un device individuel. Ça permet vraiment de lire, de regarder des vidéos, mais seul. C'est pas un iPad Air, enfin, ou taille normale, 10 pouces, pour pouvoir faire autre chose. Mais en termes de liseuse, de contenu dynamique, c'est le truc vraiment ultime. Voilà pour cet iPad, ça commence à 399 €, donc ça reste pour le 16 Go Wi-Fi. Donc c'est certes cher, mais ça reste malgré tout, vu les performances de l'engin, parfaitement acceptable. Ce qu'il y a, c'est que, si je ne me trompe pas, c'est une des rares tablettes compactes haut de gamme. Parce que les autres constructeurs les placent plutôt dans de l'entrée de gamme. En réalité, c'est la seule. Toutes les autres 7 pouces, que ce soit les Google, Samsung et consorts, sont des tablettes entrée de gamme. Les 7 pouces sont les tablettes entrée de gamme. C'est des tablettes qu'on trouve aux alentours à moins de 200 €. D'accord. Mais avec des tailles d'écran définies, c'est des espèces de gros smartphones en réalité. Pas loin de la phablette. Ouais, c'est pas très loin de la phablette justement. Je pense que d'ailleurs, moi je suis intimement persuadé que ces tablettes 7 pouces vont disparaître au profit des phablettes qui sont, au contraire, pour une fois, qui trouveront leur utilité, une vraie utilité. Et toi Alain, est-ce que tu aimes bien les tablettes ou tu préfères rester vraiment fidèle au smartphone pur? Non, j'aime beaucoup les tablettes. J'avais un peu de mal à me mettre au mini, en fait. Je voyais pas forcément l'intérêt. Et puis c'est la taille finalement, l'ergonomie, la légèreté. Je me suis rendu compte à l'usage que c'était quand même assez pratique. Mais voilà, je suis plus sur des tablettes normales, traditionnelles. Les 10 pouces quoi. Oui. L'iPad classique. Oui. Maintenant, visiblement, effectivement, le Retina apporte un plus. Je ne sais pas si les acheteurs des mini-tablettes sont sensibles à ça. Alors peut-être, mais je me pose la question. Parce qu'au-delà de l'écran, sinon c'est sensiblement la même chose. C'est quand même nettement plus puissant. C'est nettement plus puissant. C'est le même processeur. Le même processeur classique. C'est le A7. Voilà, c'est le A7 en 64 bits avec le coprocesseur M7. Donc il y a une grosse économie d'énergie. En termes d'autonomie, avec une vraie utilisation vidéo, multimédia vraiment complète, on est à 4 jours et demi d'utilisation avant une recharge. Donc ce qui est quand même vachement agréable. Quand tu es obligé de recharger ton iPhone tous les 5-6 heures, c'est... Voilà, la tablette a cet avantage-là, c'est une vraie autonomie et un truc qui est vraiment utile. On peut travailler quand même plus facilement. Moi j'apprécie particulièrement pour écrire un petit peu des mails, etc., avoir un peu de temps quand on a un peu de place. C'est vrai que c'est quand même plus confortable qu'un téléphone, même si le téléphone permet de répondre rapidement à un mail et de solutionner pas mal de choses. La tablette permet malgré tout d'envoyer un peu plus de choses de manière un peu plus posée qu'un téléphone. Et moi j'ai juste un doute avec l'iPad Air, donc le grand frère, qui est vachement plus léger quand même que la génération d'avant. Ouais. Plus fin, plus léger, et du coup le fossé un peu plus cher. Mais le fossé entre les deux me semble... Alors oui, pour le coup, il y a 120 et quelques grammes d'écart entre les deux. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Et là encore, c'est une question de choix, et c'est ce qu'on disait dans l'émission précédente, c'est qu'aujourd'hui les gens ont le choix. Et ça, c'est quand même, ça fait longtemps que c'était pas arrivé, quoi. Les gens vont pouvoir choisir entre un device super mobile et puis un device très mobile également par rapport à l'iPad, pour l'iPad Air, s'entend, mais avec un écran un peu plus grand, donc pour des gens qui ont une vision un peu moindre, quand tu as la vue qui baisse, quand tu es un peu plus âgé, c'est vachement plus agréable qu'un tout petit écran, même Retina. D'accord. Et toi, Fred, iPad mini ou le grand ? Parlons-en de la vue qui baisse, ça me concerne, et oui, je préfère une tablette de 10 pouces à une tablette plus petite de 7 pouces. Même avec la résolution supérieure, c'est difficile pour moi de voir une petite tablette. D'accord. Donc moi j'aimerais bien même une 12 pouces. Ah oui. Pourquoi pas. Oui. Et là, parce que tu t'en sers plutôt chez toi que dans les transports de la tablette ?
Dans les transports, c'est Jamais plutôt dans les ton transports. smartphone. En tout cas à Paris, ça me semble difficile d'utiliser une tablette de cette taille dans les transports. C'est quand même une invitation à se la faire voler. Mais non. Je préfère utiliser un smartphone dans les transports. Et encore, je le laisse plutôt dans ma poche la plupart du temps. Fred est le champion du monde de Siri. Il ne sort jamais son iPhone. Toujours Siri. Siri fonctionnerait très bien si on était en vrai 3G dans le métro. Oui, c'est le problème. Mais en Edge dans le métro, malheureusement, Siri ne répond pas à grand chose. Donc, oui, bon, il est très bien cet iPad mini. Laurent. Il est très très bien. Moi, T'as craqué. je pense que j'ai craqué, je sais pas, mais ouais, c'est vraiment un device, quand on veut, enfin un appareil, pardon, vraiment. Enfin, moi, c'est un format qui me plaît vraiment. On peut jouer avec, on peut regarder des films. Quand on est un peu, j'allais dire, égoïste. Ah, pardon. Voilà, non, un peu égoïste. Un peu égoïste, c'est quand même l'appareil ultime, quoi, clairement. D'accord. Mais pour être franc, je suis un peu déçu de ton choix. Ouais, ça m'étonne pas de toi. Moi, Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Je sais que t'es un gars plutôt original. D'ailleurs, je crois que notre réalisateur Benjamin a une photo de boxeur que tu mets. Je pense que quelqu'un qui est capable de porter ce genre de boxeur, voilà, on voit l'antenne là, Magnifique. aurait pu faire un choix un peu plus original. Parce que l'iPad, tout le monde sait que c'est génial, tout le monde sait que c'est bien, mais là, Laurent, vraiment, tu me déçois un petit peu. Mais bon. Parce que moi, j'ai un coup de cœur original. Moi, monsieur. Toi, monsieur. Alors, moi, j'ai craqué, pardon. Toi, pour- tu mets des slips, toi, c'est ça? Moi, j'ai fait l'armée, monsieur. C'est ça. Moi, j'ai craqué pour l'Amazon Kindle HDX 8,9. À tes souhaits. Alors là, voilà la bête. Alors, c'est une tablette, donc 8,9 pouces, d'un design assez classique. Compliqué de la VPD. Ouais. Alors, vous savez pourquoi c'est compliqué à allumer? Parce qu'il n'y a pas de boutons. Ils sont cachés là derrière. Ah, Voilà. Ils sont même complètement cachés. Ils sont et tellement cachés cachés, que voilà. ça ne marche Alors, pas. ça cette marche, tablette, hop, la voilà. Et en option, vous avez ce superbe étui. L'étui Origami. Il est un peu cher, 70 €. Origami. Ça me Origami. rappelle vaguement quelque chose. C'est ton forfait. Ah, c'était C'est ça. ça. Et regardez, ça se plie comme ça. Et là, ça tient. C'est assez magique. Il y a un énorme bémol sur cet étui. Il double le poids de la tablette. Il double le poids de la tablette. Il fait 300 grammes. Sachant qu'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de clavier, il n'y a rien. Il double exactement le poids de la tablette. J'ai pesé 3 fois. Hein. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ouais. Bah, disons que c'est hyper pratique dans les transports, ça tient si on a une tablette devant. Mais après, c'est vrai que c'est lourd. Je sais pas pourquoi c'est aussi lourd. c'est pour s'entraîner à l'origami, justement. Voilà, donc je sais pas, c'est Alain, c'est assez ingénieux, il faut reconnaître. C'est plein d'aimants, ça l'éteint tout Ouais, seul. c'est et tout. super lourd. Mais peut-être c'est ça très qui lourd. fait que c'est lourd. C'est les aimants C'est peut-être, les- ouais. Ouais. Donc voilà la tablette. Alors les tablettes. Alors celle-ci. Alors je sais pas si on va pouvoir la montrer à la caméra. Devant toi, montre-la devant toi. Je pense plutôt. Regarde. Ouais. Oh. Bon, non. Au-dessus, voilà. Voilà. On la voit à peu Ah, près voilà, là. c'est ça. Alors cette tablette, c'est tout d'abord une tablette super haut de gamme au niveau spec. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un Snapdragon 800, donc le haut de gamme aujourd'hui chez Qualcomm. Donc c'est un processeur 4 cœurs à 2,2 GHz. Donc en gros c'est ce qui se fait de mieux, hein, je pense. Alain, t'es d'accord? Fred, t'es d'accord? Laurent, t'es d'accord? Tout le monde est d'accord avec moi? On est tous d'accord avec toi, tu sais bien. Ouais, tu as vu. Donc 2 Go de RAM, pareil, c'est à peu près ce qu'on trouve aujourd'hui en standard. 3 capacités de stockage, donc 16, 32, 64. Donc là on est un peu moins bon qu'Apple notamment, qui monte à 128 Go aujourd'hui. Elle est plutôt fine, plutôt légère, 7,8 mm d'épaisseur, donc c'est à peine plus que l'iPad Air, et 374 grammes, et à peu près 7 à 8 kg avec sa housse. Cette tablette, donc, son gros point fort, c'est son écran. On ne s'en rend pas forcément compte à l'écran, justement, voilà. C'est un écran donc de 8,9 pouces IPS qui a une super résolution de 2560 sur 1600 pixels. Et là, ton iPad mini Retina peut se rhabiller, parce que c'est simplement la densité record en affichage aujourd'hui sur le marché, parce qu'on est à 339 points ppp, donc c'est points par pouce.
Point barre pouce, ouais. Voilà. Un iPad mini Retina fait 324 Ouais, c'est ça. et l'iPad Air, le grand frère, donc fait 264. Donc un affichage encore plus fin. Un affichage dont on va profiter pleinement pour la lecture de livres électroniques. Donc l'affichage des polices de caractère est hyper fin, on peut zoomer dessus, on voit jamais l'effet de pixels. Donc c'est vraiment un écran très agréable pour la lecture qui reste quand même la fonction première des tablettes Amazon. Cette tablette Amazon utilise, comme les autres Kindle, un OS spécifique. C'est le bémol, là on attaque les bémols. Donc c'est une sorte d'OS qui s'appelle Fire OS, qui arrive là dans sa version 3, qui est basé sur Android. Là en l'occurrence c'est Android 4.2 qui est derrière. Donc, alors les menus sont simplifiés par rapport à un Android pur. Il y a un carrousel qui n'apparaît pas dans les tablettes Android traditionnelles. Donc c'est plutôt agréable et fluide. Évidemment, Fire OS 3.0, moi je préfère l'appeler par son nom de code. C'est Morito, son nom de code. Enfin, moi je trouve ça plus sympa. Est très centré sur les services Amazon. Donc c'est une sorte de super portail pour tout ce qui est Amazon. Les boutiques de livres, etc. Les services en ligne de cloud, la musique, voilà. Mais on peut quand même installer des applis autres, hein, bien sûr. Mais il faut un compte Amazon, et surtout un compte Amazon Premium, je pense, pour profiter vraiment pleinement de cette super tablette qui est vendue 380 €. Donc j'ai une question quand même. Oui. C'est 380 €, mais est-ce qu'elle est farcie de publicité comme les versions précédentes ? Alors, il y a deux options. À 380 €, il y aura un petit peu de publicité. Bon, mais pour 10 € de plus, on peut avoir la version sans pub. Rien. Ouais. Et Amazon aurait communiqué aux US sur une offre, parce qu'ils veulent vraiment vendre cette tablette à tout prix, une offre de 9 à 10 fois sans frais sur cette tablette. Livré par drone aussi ou... Livré par drone. D'accord. Et piloté par Fred. C'est avec Ouais, avec toutes les options, d'accord. toutes les options, avec Ok. un étui origami signé de sa main, enfin un truc vraiment sympa. Hein. Je vous le conseille. Alors, il faut savoir aussi qu'en bidouillant un petit peu, on peut installer le Play Store. Ouais, mais qui dit bidouille, Petit bidouille. hmm, Non, c'est pas mais destiné à tout le monde, quoi. non, c'est pas super compliqué. Il faut pas la router, ce genre de choses, mais bon, voilà, il faut télécharger des APK, enfin des trucs comme ça. Enfin. Arrête de dire des gros mots. Les gens comprennent pas. Oh, mais Non, mais enfin, blague à part, c'est pas un truc pour monsieur, madame, tout le monde. bah si, justement, ça se veut plus simple que les tablettes Android. Alors l'autre question, j'imagine, elle n'est disponible que sur Amazon. Bien. Ouh. Oui, Ça va être compliqué quand même de lutter. Il y a des gens qui aimeraient bien avoir le produit en main. pour la toucher vraiment. Ouais, pour la toucher. se rendre Alors il compte faut de pas trop la l'intérêt de toucher, chose. parce que c'est un des Ah. derniers petits bémols que j'ai. Ok. Son dos est extrêmement salissant. On voit tout. C'est du mais- plastique soft touch Ouais. qui est horrible. On passe sa vie à passer à la chiffonnette si on est maniaque. C'est un peu dommage pour une tablette de ne pas Oui. pouvoir la toucher. C'est vrai. Bon, moi je suis marié donc c'est madame qui fait le ménage, mais c'est vrai que je pense aux célibataires, c'est pas si facile que ça quand même. Et on voit bien Amazon, hein. Je sais pas si ça Ouais, peut pas ouais, se bien. louper, hein. Sinon, Bah, elle a un tranquille. bel appareil photo pour une tablette, chose que je pense est Ouais. pas si courant que ça. Parce qu'on voit de plus en plus de gens, Prendre j'étais des au Louvre photos, dernièrement, avec des iPads en train de prendre des photos, et là tu les regardes. Mais bon. Et je sens que j'ai pas convaincu Alain, Pas du tout. Mais- ni Laurent. Bah non, mais moi je pense que les gens ont encore besoin pour se décider d'acheter, enfin de toucher quelque Toucher. chose, de prendre conscience du poids de l'appareil, voir si l'écran leur plaît, les applications, s'ils arrivent à s'y retrouver, etc. Si l'écosystème convient ou pas. Je pense que le gros écueil pour Amazon, ça va être d'arriver à convaincre les gens sur des photos et Ouais. des petites vidéos Et YouTube. ceci dit, on disait la même chose des livres, de la musique. Mais enfin, c'est pas un livre, ça reste Non, un mais- appareil. Avoir un livre en version numérique, Ouais. ça ok, pour moi c'est pas un souci. Je pense que les vêtements, passer alors, l'écueil. tu les essayes pas. Enfin, on a dit ça longtemps quand même. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est pas le même prix. T'achètes pas un t-shirt à 30 € pour les t-shirts les plus chers que comme t'achètes Ah ouais. une tablette à 380 €. C'est nous, on est comme ça, quand Ouais. on aime. Ben voilà, c'était nos deux tablettes coup de cœur de cette émission. On se mettra pas d'accord, je crois. Hein. Non, mais
Moi, j'avais prévu en fait de faire trancher Fred, parce que c'est quand même Ah. le sage. Ah oui, c'est vrai. Alors, Le je professeur sens Nambus. qu'Amazon, à part les drones, ça te plaît pas plus que ça, non? Le sage, pourquoi le sage? Alors ceci dit, moi, ça sera l'iPad, D'accord. définitivement. Voilà, j'ai un avis tranché. Moi, Qui vaut c'est ce qu'il clair. vaut, mais ce sera définitif. C'est vraiment une machine qui est facile à utiliser. Le Kindle, j'ai pas vu cette version-là, j'avoue, mais les précédentes versions ne m'ont pas du tout convaincu. D'accord. Bah voilà, j'ai perdu. Tu as 3 perdu. contre 1, j'ai perdu. Ouais. Désolé. Alors, je sais pas si vous êtes utilisateurs d'Instagram tous les 3. Hmm. Oui, tout le monde. Ouais. Ouais. Oui. Il y a une petite nouveauté qui est apparue la semaine dernière. Je sais pas si tout le monde l'a utilisé. C'est Instagram Direct. Ouais. Alors, je vais vous en parler un petit peu. Je vais prendre mon iPhone et lancer Instagram. Je vérifie, comme on voit bien. Hop. Qu'est-ce que c'est Instagram Direct? En gros, c'est la possibilité de partager une photo Instagram avec des filtres, tout comme avant, mais à un public restreint. D'une personne, 2 personnes qu'on choisit dans sa liste d'amis. Ça marche très bien. Le seul petit reproche, c'est qu'on ne peut pas créer des groupes. Par exemple, pro, maison, famille, pour envoyer directement. Il faut choisir vraiment un par un Tous les les contacts. personnes. Mm. Mais bon, je vais vous montrer comment ça marche. C'est très simple. Alors, hop, je sais pas si Ça y est, c'est. ça va être pas mal. Alors, Là, on voit. je choisis une photo. Par exemple, celle-ci. Tout le monde la connaît, cette photo? C'est Marie. Oh bah, comment t'as deviné? Voilà. Suivant. Et là, j'ai le choix maintenant entre le partage avec tous mes abonnés ou le partage direct. Direct, ça veut dire donc si je vais la partager à un certain nombre de contacts qui sont déjà dans mon Instagram. Alors, voilà. Donc là, je choisis les amis. Donc je vais choisir la principale concernée et je vais choisir... Qui je pourrais choisir? Ah, et voilà. Et là, j'ai juste à faire envoyer et seules les personnes que j'ai désignées dans ma liste pourront accéder à cette photo. Ils reçoivent une notification et voilà. Je pense que c'est pas mal parce qu'il y a des photos qu'on aime bien mais qu'on ne veut pas montrer à tout le monde. Et passer en privé, c'est un peu compliqué parce que des fois on fait des photos où justement on cherche de la visibilité. Je sais pas si tu as été convaincu, Alain, si tu as déjà essayé cette fonction. Je trouve ça dommage qu'on puisse pas faire de groupe. Ça c'est Ouais. constitué. Si à chaque fois on est obligé de les faire un par un. Ouais, c'est un peu compliqué parce que sur Facebook on peut par exemple faire le groupe famille, tout Ouais. ça, mais là on peut pas, c'est évident. Mais oui, l'idée est bonne. Ouais. Enfin, je trouve. Je pense que c'est ce qui manquait un peu, je trouve. Ouais, c'est une excellente idée. Mais de toute façon, je pense que comment ça s'appelle, les solutions de broadcast direct, d'envoi en direct, vont fleurir de plus en plus. On avait vu Sony qui proposait déjà sur son Xperia Z1 une fonction pour envoyer directement une vidéo live sur YouTube. Et sur Facebook, sur le Z1. Et sur les 1 Ouais. sur Facebook, Ouais. ouais. Exact. Là c'est Instagram qui s'y met, donc forcément Facebook, la photo, les vidéos vont certainement pas tarder à suivre. Ça peut être intéressant. Ça donnera certainement lieu encore à des évolutions d'utilisation. C'est un premier pas, clairement. Ouais, c'est un premier pas vers autre chose où on va tous se retrouver en live permanent ou quasi, et tout sera vraiment voilà. Peut-être que grâce à la 4G, ce genre de petites choses vont se développer. Après, ça reste, je pense, un truc pour les jeunes. Bon, Instagram, Fred, toi tu es utilisateur? Je suis pas sûr. Non, j'utilise comme tout le monde, je l'ai essayé. Instagram, ce que je lui reproche, c'est que tout le monde l'utilise et que tout le monde ajoute des effets à ses photos. Toujours les mêmes effets sur les photos, et donc ça devient un peu répétitif. Donc il y a des choses que j'aime bien, c'est d'aller chercher d'autres logiciels concurrents qui offrent des effets un peu différents pour avoir un peu voilà, pour marquer la différence. Il y a eu des études statistiques assez rigolotes sur, ils disaient quel filtre utiliser pour le maximum d'audience.
Donc je sais qu'il y a le filtre. Alors attendez, Explique ce que c'est qu'un filtre. C'est des hashtags, les fameux hashtags qui non, fleurissent dans tous les les sens. filtres qui donnent des effets aux photos. Ah, oula. Il les faut effets utiliser le photos. filtre Mayfair pour avoir le maximum d'audience. C'est des stats, ça veut tout dire, rien dire. Oui. C'est un truc de hipster pour Marie, quoi. Oh, tout de suite, la pauvre. J'allais citer plutôt l'entraîneur d'Ajaccio. Je sais que. Je sais pas si t'as entendu ce qu'il a dit sur les statistiques. Les stats, c'est comme les mini-jupes. Ça cache l'essentiel. Ah, Donc, c'était la semaine dernière, c'était après une défaite. c'est dans ses cordes. C'est dans ses cordes. Alors, nous allons maintenant poursuivre notre exploration des cadeaux les plus branchés de Noël. Et je crois que c'est au tour de Laurent de nous parler des fameuses caméras sportives. Alors, Ces caméras qu'on voit partout. ces fameuses caméras sportives. Alors, c'est ces fameuses caméras que nous avons ici, qui permettent. Alors, tout le monde la connaît, celle-là. Hein, c'est une des plus connues. C'est d'ailleurs par qui tout le phénomène est arrivé. Je sais pas comment les envoyer. Ouais. C'est GoPro. C'est GoPro. La GoPro Hero 3 Plus, parce qu'elle fait toujours plus que la Hero 3 simple qui est ici. Plus pourquoi ? En fait, elle est plus parce qu'elle fait moins et surtout parce qu'elle est plus légère. Elle a quelques fonctionnalités supplémentaires, une définition vidéo un peu meilleure, de la 4K, de la 2,7K. Tout ça, c'est des définitions de vidéo qui sont très utilisées par les professionnels et les amateurs de très belles images. Et on a également ici présent une Garmin. Alors ça, c'est le trublion de la caméra sportive. La Garmin Virb Elite qui intègre en fait toutes les technologies que maîtrise parfaitement Garmin, à savoir essentiellement du GPS et tous les capteurs ANT+. Donc c'est tous les capteurs qu'on peut retrouver par exemple sur les ordinateurs de vélo, les capteurs cardio-fréquence-mètre et ce genre de choses. C'est une norme tout à fait standard. Et la caméra se connecte à ces capteurs-là et on peut du coup avec les vidéos quand on est en train de se filmer en pleine action avoir sa fréquence cardiaque d'afficher à l'écran, le parcours GPS, l'altitude, la vitesse, le déplacement. Alors, toutes ces caméras sont assez intéressantes, mais bon, c'est quand même un truc pour me, myself, and I, essentiellement. C'est des capteurs très grand angle, on ne peut pas tout faire avec, c'est vraiment pour des usages soit très sportifs, soit un peu différents comme Fred. Fred aussi, je crois que tu en as une Mio également que tu as sélectionnée et que tu as en test en ce moment. J'ai ici au corps également la Easy Extreme, qui est une concurrente vendue dans les mêmes zones de tarifs avec le même type de fonctionnalité que les 4 qu'on vient de vous présenter. Alors, le Me, Myself and I, pourquoi ? Parce qu'on dispose aussi de ces petits accessoires-là, qu'on peut trouver à pas cher. Alors non, ce n'est pas un pied photo, non, ce n'est pas une matraque télescopique. Si. C'est juste un outil qui permet d'aller filmer un peu plus loin. Aller quand on est au ski pour pouvoir avoir un point de vue un peu différent en hauteur, un peu plus bas, etc. C'est les gens qui ont la grosse tête, quoi. Voilà, tu fais un selfie de loin, quoi. Voilà, c'est le selfie, c'est l'outil à selfie ou à youtubeur ultime. Il faut noter également que toutes ces caméras sont dotées d'applications sur les téléphones qui permettent de les contrôler, de se voir, de permettre de cadrer, parce que comme vous pourrez le remarquer, aucune, en dehors de la Garmin ici présente, n'a d'écran à l'arrière. Alors, elles en disposent de manière optionnelle, mais ça pompe l'autonomie de manière quand même très très importante, et puis on n'en a pas besoin tout le temps. Donc un téléphone, un smartphone Android ou iPhone permet de cadrer correctement, parce qu'évidemment c'est des très grands angles, donc on voit de manière très très large, pour faire simple. Le champ de vision est très déformé, et voilà. Donc le fameux effet fisheye, c'est ça ? C'est le fameux effet fisheye. Ouais, tête de poisson. Donc elles sont toutes celles que nous avons ici présentes en Wi-Fi, elles donc disposent d'applications, elles sont livrées dans des caissons étanches, jusqu'à 60 mètres me semble-t-il, pour certaines. La seule qui n'a pas de caisson est la Garmin, alors c'est le trublion. La Garmin, il faut savoir qu'en gros, elles disposent toutes des mêmes fonctionnalités.
à la différence que en fait les définitions vidéo ne sont pas tout à fait les mêmes partout. La Garmin notamment filme en 1080 30 images secondes mais fait pas du 60 images secondes. En revanche la GoPro filme elle en 4K, alors mais par contre en 10 images secondes dans le meilleur des cas. En 2,7K là on revient dans des tranches cinéma bien plus évidentes. Fred, la Mio que tu peux nous en parler un petit peu également puisqu'on ne la voit pas là sur le plateau. Je peux la montrer aussi, je sais pas si vous la voyez. Il faut que tu nous en parles. Voilà, elle ressemble à un tube, une lunette, j'espère que vous la voyez. Sa résolution, alors, elle est à peu près comme les autres, mais elle n'est pas à la hauteur de la GoPro. Elle filme en Full HD, mais à 30 images secondes, ou en HD Ready, c'est-à-dire 1280 x 720 pixels, en 60 images secondes. Très bien pour faire de jolis ralentis. Son intérêt principal, c'est qu'elle est, waterproof sans avoir besoin d'un boîtier. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, elle est assez solide. Il n'y a pas d'ouverture où l'eau puisse passer. Si on veut accéder à la carte mémoire, parce que les vidéos sont stockées sur une carte mémoire, on dévisse le petit bouchon qui est muni d'un joint en caoutchouc. Alors je ne sais plus à quelle profondeur elle va, beaucoup plus que ce que je peux faire dans ma baignoire en tout cas. Elle est très chouette, elle est un petit peu lourde et elle est faite pour les gens qui font du vélo. Les accessoires qui sont fournis avec sont des accessoires vélo, je peux montrer, vous voyez ce que ça... En même temps, on va lancer une petite vidéo de ce que permettent de faire ces caméras, notamment une petite vidéo de chez GoPro que tu dois avoir. En régie, attention. On va en prendre plein les yeux. Et là, on va en prendre plein les yeux, effectivement. Voilà, là concrètement, vous voyez un petit peu ce que font ces produits-là. Alors évidemment, ces vidéos-là sont extrêmement produites. Il y a beaucoup de post-production derrière. D'ailleurs, tiens, des images de drone. Ça doit être Fred qui a filmé ça, je pense. Voilà, là, c'est au Chili, c'est du VTT. Là, c'est Laurent. Et là, c'est moi. Et voilà Greg, voilà c'est moi. Voilà, le voilà. Non, c'est des caméras qui permettent de faire pas mal de choses, qui ont des définitions, voilà, comme on peut le voir, des qualités d'image vraiment impressionnantes, qui sont toutes petites et qui permettent de se déplacer un peu partout. Tiens, là on vient d'apercevoir Alain, qui se promène. Voilà, là voilà. C'est... Marie. Voilà. Et là, c'est Ben qui est aux manettes derrière, évidemment. Donc, vous voyez, c'est très centrique, comme on dit, hein, c'est un peu égocentrique. C'est une espèce de mode qui a été lancé. Il faut reconnaître que c'est très agréable. On peut les utiliser pas que dans des situations extrêmes comme ça, là, qui font effectivement des images magnifiques. Qu'on peut, je crois que Benjamin a trois autres exemples qui peut nous lancer en même temps. Voilà, on va voir la Garmin, ce que propose en termes d'image et de fonctionnalité les produits concurrents. C'est des appareils qui sont très agréables à utiliser, même en famille aujourd'hui. Ils sont très centrés là-dessus, que ce soit chez GoPro, Garmin. Voilà, ça devient du grand public. On peut se faire plaisir à se faire ses propres films. Avec Fred, on les pose effectivement régulièrement sur des drones parce que c'est très pratique, c'est léger, puis ça fait des images de bonne qualité avec un poids assez restreint. Voilà, Fred, si tu avais à choisir, toi qui les connais toutes, laquelle tu conseillerais ? Je reste sur la caméra la plus connue, c'est la GoPro. Toutes les caméras concurrentes ont quelque chose de bien, que ce soit la qualité de l'image, que ce soit la résistance, que ce soit l'autonomie, mais aucune n'a tout en même temps. La GoPro a vraiment tout en même temps. Je parle de la GoPro Black, hein, le modèle haut de gamme. En général, ça m'embête quand il y a un appareil qui domine tous les autres. Mais là, vraiment, elle est chouette. Si je peux, il y a un appareil concurrent qui a été sorti par un distributeur que tout le monde connaît, c'est ldlc.com, le magasin en ligne. Ils ont sorti une caméra, je vais essayer de la montrer à l'écran. Donc elle ressemble beaucoup à une GoPro. L'avantage, c'est que derrière, elle a un écran intégré
assez efficace. Elle se pilote aussi avec un iPhone, avec un retour d'image. On peut gérer ses cadrages à distance, on peut la piloter. Elle est assez intéressante. Elle est à peu près au prix d'une GoPro White, c'est-à-dire l'entrée de gamme chez GoPro, qui reste quand même assez cher, soyons clairs. D'accord. Alain, moi j'ai une petite question pour toi sur ces caméras. Au départ, c'était un truc d'amateur, on se faisait plaisir. Et je crois savoir qu'aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans les mœurs pour les professionnels de l'image, dans les télés, les retransmissions diverses. C'est vraiment utilisé maintenant par les professionnels. C'est beaucoup utilisé par les pros, c'est vrai, tout simplement parce que c'est une excellente qualité et que le coût est finalement moindre par rapport à une caméra traditionnelle. Qu'aujourd'hui, le montage est devenu plus simple, puisqu'il était un peu compliqué et un peu complexe au départ, il faut quand même l'avouer. Et oui, c'est vrai, c'est très très utilisé aujourd'hui, même par certaines émissions, certaines chaînes. Une chaîne où il y avait une émission sur les voitures. Ouais. Et en fait, à un moment donné, on voit un plan large et on voit des GoPros posés sur le pare-brise, sur les trucs. C'est vrai, alors c'est aussi beaucoup utilisé en complément. Pour faire des images un peu extrêmes, notamment dans un reportage global, on aime bien intégrer des petites images qui ont été prises comme ça en caméra embarquée. Donc, le réflexe, c'est immédiatement d'aller vers la GoPro parce que c'est la plus utilisée aujourd'hui et puis elle est là depuis un certain temps et voilà. Mais c'est surtout celle qui a initié tout ça au départ. C'est ce qui fait aussi son succès depuis le départ. On en est là maintenant à la 4e génération. Ils ont commencé avec des caméras de basse définition, la GoPro 1 de première du nom, Hero, puis la Hero 2 qui a amené déjà d'autres fonctionnalités, le Wi-Fi avec des packs additionnels, les caissons étanches, tout un tas de choses, et il y a tout un écosystème d'accessoires qui se développe. Là, on le voit ici, on a une ventouse justement pour mettre sur une voiture, une moto. Pour l'avoir essayé sur le Paul Ricard, avec justement lors d'un essai de voiture. De Ford. Ouais, voilà. Ça marche super bien. On peut le mettre sans souci sur une voiture et la secouer dans tous les sens. Sur une petite route de montagne, on se fait de belles images. J'en ai mis moi sur ma mini-moto. Ah oui. Et ça marche aussi très très bien, y compris sur un champ de bosse. Voilà. Et les ventouses sont hyper puissantes. C'est vrai. Ouais, c'est des choses, ça tient vraiment, ça fonctionne quoi. C'est pas du. C'est pas un peu le reproche qu'on fait, c'est-à-dire que c'est assez cher l'achat, mais disons à bord, on peut l'acheter, on se sent plaisir, mais après on se ruine en accessoires. Alors, pour la tête, pour le casque. Alors, il y a quand même dans la plupart des cas des packs d'accessoires qui sont vendus avec. D'ailleurs, il y a différents packs pour différents types de pratiques, notamment GoPro essentiellement fait ça. Il y a des packs Adventure où il y a un harnais, il y a des packs Motorsport où il y a la ventouse, il y a des packs Surf, enfin sport nautique d'une manière générale. Il faut savoir que le fondateur de GoPro à la base était un surfeur et qui voulait se ramener des belles images et c'est pour ça qu'il a créé la première GoPro. On voit là où ça l'a amené. Bravo monsieur. Après effectivement il y a des gens comme des Français, XSORI qui fabriquent ce genre de petits ustensiles. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà, c'est le super cadeau à faire aujourd'hui. À Noël, ouais. Et on continue après une petite respiration. On va boire un petit verre d'eau et puis on revient pour des aventures sportives. À tout de suite. Et voilà, à peine eu le temps d'avaler mon verre d'eau. Autre cadeau à faire à Noël, les bracelets. Alors je sais pas comment il faut dire. Bracelets de suivi d'activité, il y a plusieurs noms selon les marques. Il y en a énormément aujourd'hui sur le marché. Toujours pareil, comme un peu les GoPro, il y a une marque qui se lance la première et après tout le monde enchaîne derrière. Alain, oui. Toi qui es le plus sportif d'entre nous. Oui, ça va voir. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour toi ces bracelets ? Alors moi au début, je pensais que c'était vraiment un gadget qui n'avait pas trop d'utilité. Et puis, en les étudiant un petit peu, je me rends compte que ça peut effectivement avoir une utilité. On a le ministère le ministère des Sports et de la Santé, enfin aujourd'hui uniquement des sports, mais qui sans cesse
nous incite à faire du sport, nous dit qu'il faut faire à peu près 20 minutes par jour pour être en forme, enfin bon voilà. Et accessoirement, on est censé également faire, je crois que c'est 3000 pas par jour pour être dans Sans oublier les fruits et les une légumes. moyenne, oui, les fruits et légumes. Mais on est censé faire 3000 pas à peu près par jour pour être en bonne forme, on va dire. Et c'est vrai que ces ustensiles, enfin ces petits... C'est Pardon. 10 000 pas, non? Pas 3 000? Comment ? Tu as dit qu'il fallait faire 3 000... C'est 10 000 en moyenne. D'accord. Enfin, 10 000, c'est quand tu es vraiment le sportif. Voilà. Aujourd'hui, on a descendu, on considère que 3 000 déjà, c'est pas mal. D'accord. Voilà. Fred, toi qui es vachement utilisateur, t'en fais combien? 3. Ah bah, non, mais 700. je vais regarder ce que j'ai fait aujourd'hui, hein, parce que je suis équipé quand même. Ah oui. Aujourd'hui, j'ai fait 6939 pas, soit 4,86 km. J'ai brûlé 1899 calories et j'ai monté l'équivalent de 17 étages. Ah, c'est précis, hein. Alors, c'est un modèle, c'est un Fitbit Ultra de mémoire que tu as, toi. C'est un Fitbit Ultra que... C'est le petit qui se perd. Ouais, c'est celui qui. Ah, il se C'est perd, c'est la mais, première version. il se perd, mais il est passé quand même 4 fois à la machine à laver sans souffrir, ce qui m'a beaucoup étonné et qui m'a ravi. Ouais. Alors, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'en fait, on dit souvent que ce sont des appareils pour sportifs. J'en suis la preuve, ce n'est pas un appareil pour les sportifs, c'est justement un appareil pour les gens qui ne font pas de sport, mais qui ont quand même envie de savoir, d'être motivés pour bouger un tout petit peu, ne pas rester devant un écran, et savoir que à un certain moment de la journée, il faut quand même bouger pour faire quelques pas et ne pas rester totalement... Ouais. On a à l'écran le Fitbit Flex, on l'a également ici en plateau. Moi je l'utilise maintenant depuis une petite dizaine de jours. Voilà, il fonctionne avec une application, donc on a le même type d'informations que tu peux avoir. Il y a d'autres marques qui en font également. Nike, de mémoire, Alain a ici en test. Que j'ai au poignet, oui. Voilà, qui va nous en parler un peu plus. Oui. Qui est intéressant, qui a une esthétique plutôt sympatoche. Alors bon, il faut aimer les couleurs un peu flashy, hein, puisque je ne sais pas où je le mets, ici peut-être. Puisqu'il il existe 3 couleurs, il y a du rose, il y a du jaune et je crois qu'il y a du orange aussi. Voilà, ce qui est très sympa, c'est les informations qui sont données sur ces LED qui sont plutôt jolies en fait. Voilà, qui donnent l'heure, puisque c'est le seul bracelet qui finalement donne l'heure. Ça paraît un peu anodin, mais finalement quand on a ça autour du poignet, on a un peu de mal à placer aussi une montre, et donc c'est un détail finalement qui a son importance. Je crois qu'il y a alors la TomTom aussi également, que Greg A donne l'heure. Ah bah ça ferait C'est-à-dire que c'est une montre. Ouais. C'est une montre GPS, mais qui permet aussi de faire un suivi d'activité. Ouais. J'ai également, moi en test, décidément c'est un peu la fête. J'ai aussi une Garmin ici, qui permet, qu'on voit ici, que j'ai au poignet depuis hier, qui permet, alors par contre c'est vraiment destiné à la pratique plus sportive d'une manière générale, mais l'application Garmin sur Garmin Connect, qui est un site internet, permet également de faire un vrai suivi de son activité. Le GPS embarqué, lui, donne une certaine précision sur les parcours, ce genre de choses. C'est quand même assez appréciable. Ce type de choses n'est pas fait en fait par les autres bracelets qui ne font qu'un report de suivi d'activité basique. Oui. Donc il faut bien distinguer ces deux éléments-là, je crois. Oui, Voilà. Oui, je suis assez d'accord, notamment celui-ci qui s'utilise, alors je ne sais pas si on voit forcément, je vais peut-être le mettre là aussi, Si tu veux. ce Fitbit-là qui s'utilise également la nuit, qui se place soit au poignet, soit carrément sous l'oreiller, puisqu'il détecte les mouvements en fait, et qui vous permet d'analyser un peu votre nuit de sommeil. Et c'est une vraie usine à gaz, ça vous donne pas mal d'infos. D'accord. Et celle-ci est pas mal au niveau information. Je trouve la Nike assez légère en termes d'infos, il n'y a pas grand-chose. Par contre, c'est vrai que c'est super ludique. Et puis, on a tendance en plus à pas mal regarder son iPhone et à voir combien on a dépensé de fuel dans la journée. Et je crois que les Fitbit sont les seuls aussi à compter les marches.
Oui, Oui. exact. C'est assez sympa en fait. C'est le seul qui a un altimètre, absolument. Donc ça fait une sorte de challenge. On dit je prends pas l'ascenseur aujourd'hui pour pas ton record de marche. Exactement. Et ça fonctionne. Souvent, Fred, qui va en témoigner, préfère marcher et prendre les escaliers que l'ascenseur, justement à cause de ça. Et je crois qu'on peut partager ses résultats sur Facebook et pour frimer avec les copains, c'est ça? Ouais. Alors justement, Fred va être content, j'ai récupéré ses statistiques. Non, je plaisante bien entendu. Mais bon, en fait, c'est vrai que ça permet de donner une bonne idée de ce que l'on consomme, effectivement en termes de calories, et de fait, ce qu'on peut manger derrière et se faire plaisir. Voilà. Sans culpabiliser. Grosso modo, quand même, ils se ressemblent plus ou moins tous, vos produits, hein. J'ai l'impression. Ah, c'est très très proche, hein. Ça reste des bracelets. Ce sont des bracelets plus ou moins gros, plus ou moins, avec plus ou moins de fonctions. Voilà, après, c'est vrai que moi, très honnêtement, j'ai un peu de mal à choisir. Attention. Ah, moi j'ai la nouveauté. Surprise. Moi j'ai un produit original qui ne ressemble pas aux autres. Le voilà. Ça, c'est le Shine de Misfit. Une petite boîte californienne. Hop. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, vous voyez, on peut pas dire que ça ressemble aux autres. Il s'en distingue sur plusieurs aspects. Bon, au-delà du design. Déjà, il est en métal. Il est très robuste. Il est étanche, parce que tous ne le sont pas. Alors, je trouve ça un peu paradoxal pour des pratiques sportives de réfléchir avant, est-ce qu'il pleut beaucoup, ce genre de choses. Et il gère aussi donc la natation, les longueurs de natation. Grosso modo, c'est le même principe, hein. Les capteurs de mouvement, l'appli iOS et Android, encore en bêta. Il donne l'heure quand il veut. Donc il faut taper dessus et des petites LED, il n'y a pas d'écran, juste des petites LED s'affichent. C'est un cadran solaire en fait. Ça ressemble à un cadran solaire, c'est le même principe. Un truc qui est pas mal aussi, c'est qui ne se recharge pas par USB, contrairement à vos outils. Voilà, donc lui, il a une pile. Ah. Ça peut sembler comme un retour en arrière, mais avec ça, on est tranquille 6 mois. Moi, j'ai utilisé vos produits. C'est vrai qu'il faut penser à le recharger de temps en temps. Alors, je ne sais pas quelle autonomie vous avez, vous, constaté. J'ai eu 4 jours, moi, sur le Nike, à peu près l'équivalent avec celui-ci, avec un temps de charge qui est restreint. Là, c'est 2 heures, et là, c'est à peine 1 heure. Donc, c'est plutôt rapide. Oui, ça va plutôt vite. Ouais. C'est des toutes petites batteries lithium-ion polymère et Mais ça se effectivement, charge il faut très y vite. penser. Il faut y penser, quoi, c'est ça. Donc, difficile de conseiller un produit plus que l'autre? Vous avez chacun des coups de cœur? Alors, moi, je les ai pas tous essayés, notamment, j'ai pas essayé le Nike et le Misfit. Si j'avais à choisir, je pense que le Fitbit est un bon compromis. Il donne pour un prix raisonnable une bonne somme d'informations. Ça, c'est si on veut avoir simplement un retour d'activité assez léger. Si on est un peu plus sportif, je dirais la montre Garmin, parce que avec les fonctions de running. La montre Garmin Forerunner, c'est ça? La Forerunner 220, qui est le modèle entrée de gamme, qui est la plus accessible. Elle est jolie, hein? Ouais, elle est plutôt assez jolie, elle est assez agréable, elle est très légère. Alors on la voit là à l'image. Tu l'as pas choisi rose? J'aurais pas dit non en fait. J'aurais pas dit non parce que c'est assez flashy, mais ça reste sympa. C'est acceptable, quoi. C'est très sport, mais en même temps c'est la destination de ce produit-là. C'est très intuitif à utiliser. Là pour le coup, le paramétrage se fait sans même avoir besoin de lire la notice. Et ça c'est quand même, ça veut dire qu'un produit, à mon sens en tout cas, est quand même assez bien fait. Puis la qualité a l'air, ma foi, assez bonne. D'accord. Voilà. Ok. Bon, je pense qu'on avait 2 autres petits produits à vous présenter rapidement. Je crois que toi, tu es le plus joueur d'entre nous. Tu voulais nous parler de ce produit-là? Ouais, alors, le Logitech PowerShell. Alors, c'est une manette, en fait, externe que l'on utilise avec son iPhone et des jeux. Alors, il y a une liste de jeux compatibles aujourd'hui, c'est pas le cas de tous, mais en fait ça externalise les boutons, de jeu, les commandes de jeu, et donc on récupère la totalité de l'écran. Ça permet également de recharger l'iPhone, du moins de ne pas perdre toute sa batterie et de jouer. L'appareil est plutôt, tiens, mets-le devant toi.
Voilà, on le voit assez bien. Donc on déporte les boutons, les boutons de jeu pour les gens qui sont habitués au gamepad classique. Hein, on retrouve les croix directionnelles, les boutons de tir, les boutons de pression. Il y a une bonne autonomie, ça vient de sortir. Ça permet de recharger son iPhone. C'est de mémoire un petit peu moins de 100 €. Ouais. Et je crois que c'est disponible là quasi instantanément. Et pour avoir joué un petit peu avec, c'est vachement agréable. Alors je suis pas un très très gros joueur. Mais t'es pas gros. Non, en effet, ni gros ni joueur, mais ouais, c'est plutôt sympa. D'accord. Voilà. Alors, on est un peu pris par le chrono. Alors, je voulais juste très rapidement vous présenter. Je ne vous présente pas l'appareil photo, c'est un vieux produit que tout le monde connaît, mais cette petite carte mémoire, je la mets là, j'espère que tout le monde la voit. Cette petite carte mémoire, elle est magique, car on la met dans n'importe quel appareil photo, et dès qu'on prend un cliché, la photo ou la vidéo arrive directement dans son smartphone, iOS ou Android. Et à partir de là, on peut la mettre sur Facebook, sur les réseaux sociaux divers, l'envoyer par mail, on peut en faire ce qu'on veut. C'est du Wi-Fi direct, donc ça va très très vite. Et je trouve ça plutôt sympa. Et puis, c'est pas très très cher, c'est 40 € pour la 8 Go. Bon, c'est quand même plus cher qu'une carte classique. Et ça monte jusqu'à 100 € pour la 32 Go. Donc voilà, et c'est tout simple, et ça fonctionne très très bien. Et ça peut même récupérer les infos de géolocalisation du smartphone. Et comme ça le met dans le fichier de exit de la photo. Et on peut géolocaliser toutes ces photos, sans que son appareil ait un GPS. Donc voilà. Je pense qu'on a parlé de tout ce qu'on voulait. Laurent, C'est déjà fini. j'ai peur que ce soit déjà fini, cette dernière émission de l'année. Bon, on vous donne rendez-vous le 9 janvier pour la première émission 2014. D'ici là, vous pouvez voir ou revoir toutes les émissions de 2013 en replay. Alors c'est vrai que nous on n'a pas fait beaucoup, mais la chaîne Watch TV, donc sur www.watch.tv, vous avez aussi les podcasts du Studio Mobile à disposition sur iTunes, 5 podcasts du HD, petit format pour que vous soyez le plus adapté, vous puissiez prendre celui qui est le plus adapté à votre smartphone ou votre tablette ou votre ordi. Greg. Et puis n'oubliez pas les réseaux sociaux, Twitter, avec le hashtag le Studio Mobile. Et puis on vous dit merci. Merci à tous, merci Benjamin qui réalisait cette émission et rendez-vous le 9 janvier. Merci à tous nos invités aussi. Salut Fred. Salut Fred et salut Alain. Salut, merci. Salut à tous.